Mais pour le coup, Kittel, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mesquil Ouais, Pater, c'est ouf. Maston Pater, excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan d'intersaison et petit duo qui enchaîne au moins 2 épisodes consécutifs, mais avec les rôles inversés puisque je suis avec PA. PA, comment ça va? Salut GG, bonjour à toutes et à tous. Ouais, ça y est, c'est moi qui me mets sur le côté. Apparemment, ma leçon de conduite s'est pas très très bien passée. T'as décidé de reprendre le volant. On Si, a c'est enlevé le petit macaron derrière. C'est bon, on n'est plus en quoi t'accompagner. Je suis avec l'adulte et je reste l'enfant à côté. C'est parfait. Non, nous, on révèle les offs, mais pour les plus observateurs d'entre vous qui ont les images, vous le comprendrez peut-être, puisqu'on ne s'est pas changé. On tourne cet épisode la même soirée que celui des Titans. Oui, quelle organisation incroyable. Nous bossons, pour certains, plus qu'à leur propre boulot. Hein. Dédicace à Alexandre. En tout cas, voilà. Après avoir parlé de mes Titans, hop, je reprends les commandes tranquillement pour parler d'une équipe que j'aime beaucoup. Et pour ce faire, on a aussi un invité que j'aime beaucoup. Salut Emilien, comment ça va? Salut GG, salut PA, bah ça va très bien. Merci beaucoup à vous pour l'invite. Comme d'hab, c'est toujours avec grand plaisir de me joindre à vous pour parler de ma franchise préférée. T'es un habitué du front office maintenant, hein. Bilan d'intersaison, c'est avec toi. On en parlait en off. T'as déjà fait une petite game zone. Ouais. Toujours un plaisir de t'avoir ici. Et puis là, tu vas être zone de confort. On va parler plus ou moins pendant 1 heure des Chargers. Allez, Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te laisser quand même te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et j'ai mis pour ceux qui ont l'image le petit bandeau en bas de l'écran. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des projets de podcast? Je te laisse le champ libre. bah du coup pour ceux qui me connaissent pas, du coup moi je suis donc Emilien, donc je tiens le compte Twitter X, donc Chargers France depuis pas mal d'années. Ouais, depuis pas mal d'années maintenant, hein. J'ai rejoint le réseau, c'était en 2009, mais c'était un compte lambda, juste fan Chargers. Voilà, je suivais l'actu après pour préparer mon premier voyage à San Diego. Et puis bon, de fil en aiguille, je suis passé 100% Chargers, enfin, au maximum. Voilà, donc ça décolle petit à petit, hein. C'est une petite équipe qui fait son trou. Et puis après, j'ai fut un temps développé un peu la page sur Facebook, que j'ai un peu laissé de côté depuis pas mal de temps maintenant, et un petit peu Instagram, mais voilà. C'est vrai que les réseaux, je suis pas un gros spécialiste là-dessus. Je passe pas énormément de temps dessus. Ouais, ouais, Et ouais. puis, bah, tu me demandais, ouais, projet podcast, ça me trotte dans un coin de la tête depuis un bon moment. J'aimerais bien que le copain suisse Diego se lance enfin aussi. Et puis, bah, Robin, hein, de Oregon France, qui est aussi dans le bateau des Chargers depuis l'arrivée de Justin Herbert. Voilà. On en discute un petit peu de temps en temps, mais bon, c'est pas facile de s'accorder au niveau des plannings. Ouais. Ah bah ça, nous, on est bien placé pour en parler côté front Ouais, office. c'est ça. On est 7 et parfois c'est une orga militaire pour trouver un créneau à 2. Donc, Ouais, c'est ça. non, mais écoute, ouais, les Chargers, on sait qu'avec Justin Herbert, équipe qui, je crois, plaît quand même à une bonne partie de la commune. Hein. J'ai l'impression que les Chargers, c'est pas une équipe clivante. Tu vois, c'est une équipe, soit t'es indifférent, soit t'aimes bien. Oui. Mais je connais personne qui est en mode, waouh, Chargers, franchise de merde. Ouais, on est un peu l'équipe gentille, tu vois. On fait peur à personne. Ouais, voilà. On n'est jamais l'équipe trop chiante. On est un peu inoffensif. Donc ouais, c'est pour ça que pour l'instant, bah, il n'y a pas grand monde qui nous déteste, à part les rivaux de division peut-être. Mais ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est comme tu disais, c'est soit on nous aime bien, soit on s'en fout. Et voilà quoi. Écoute, tu me fais une transition quasi parfaite puisque tu parles du côté
inoffensive des Chargers. On va revenir sur la saison dernière. Saison régulière qui a terminé en 11-6, donc très bien. Première saison d'Arbo sur le banc, on avait quand même des attentes. Et la défaite contre les Texans en wild card. Et le bilan de Justin Herbert en playoff, il n'y est Pas pas beau. encore allé beaucoup, mais c'est pas très beau à chaque fois qu'il y a mis un pied. Qu'est-ce que tu as pensé dans l'ensemble de cette saison? Avant que tu me donnes ta réponse, Emilien, je vais aller sonder la personnalité neutre de l'épisode. PA, les Chargers, qu'est-ce que ça t'évoque sur cette saison 2024? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, plutôt positif parce que quand je regarde le power ranking qu'on avait fait d'avant-saison, on les avait classés 10e. 10e, alors dans le sens inverse, c'est-à-dire que normalement, ils auraient dû avoir le 10e pick de la draft 2025. Donc tu vois, on s'attendait finalement à une saison un peu plus compliquée. C'était la première d'Arbo. On avait quand même de grosses interrogations. On savait que ça allait porter beaucoup sur le jeu au sol, hein, avec l'intégration aussi de votre nouveau offensive coordinator. Et bonne surprise, défensivement, ça a quand même largement fait le taf. Il y a eu des pertes durant l'intersaison dernière aussi. Non, c'était intéressant à voir. Et ça s'écrache en playoff comme il y a 2-3 ans contre les Jags, et de la même manière en plus, avec la même violence, je dirais. Mais sinon, au niveau de la saison régulière, je trouvais ça cohérent et intéressant à voir. Donc non, plutôt bonne surprise. Ok. Bien de ton cœur de fan, dit quoi de cette saison des Chargers? Moi, tu vois, je vais être un peu plus mesuré. Je vais être un petit peu plus mesuré parce que, en effet, on a un bilan de 11-6 qui est très flatteur. Après, on en avait parlé à la preview donc de la saison dernière, que avec cette équipe-là, avec ce nouveau coaching, tout ça, on savait pas trop à quoi s'en tenir. Moi, j'avais dit, faut pas s'étonner si on fait un gros bilan, voilà, voilà, j'avais dit si on faisait, voilà, par exemple, un 11-6, un 12-5, un truc comme ça, fallait pas être étonné, comme fallait pas être étonné si on faisait un 6, tu vois, juste 6 victoires et que des défaites après. Voilà, fallait pas s'étonner. Là, le bilan 11-6, comme je disais, il est très flatteur parce que si on regarde bien, on ne bat qu'une seule équipe au bilan positif. Et c'est les Broncos, et la seule fois où ils sont positifs, c'est quand on se rencontre en week 16. Sinon, tout le reste de l'année, les seules victoires qu'on a eues, enfin toutes les victoires qu'on a eues, c'était face à des équipes négatives, au bilan négatif. Donc voilà, c'est ce qui me fait quand même pas mal relativiser par rapport à ce bilan-là. Après, c'est sûr que c'est une équipe qui revient de loin par rapport au chantier, par rapport au nouveau coaching, tout ça. On savait vraiment pas à quoi s'en tenir. Mais je reste quand même très prudent sur ce bilan. Ok, on voit un peu la mesure. Tu as parlé du fait de battre beaucoup d'équipes du coup plus faibles. Mmh. Est-ce qu'il y a un match, ça peut être une victoire, mais ça peut être une défaite aussi, ça peut être une série de matchs. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué sur cette saison des Chargers? Quel a été pour toi le match représentatif? Alors, moi, il y a eu 3 matchs que j'ai vraiment gardés. Il y en a 2 en saison régulière et il y a le fameux match de play-off. Alors le premier match, c'était celui face aux Steelers. C'était plus un match qui allait nous permettre que je voyais comme, un match qui allait nous permettre de voir vraiment notre niveau. Je me suis dit: «C'est une équipe qui est un peu dans la même situation que nous, qui est en pleine reconstruction, qui est pas forcément très stable en ce moment», voilà, quarterback, ça venait de changer, tout ça. Donc qui était un petit peu dans le flou aussi. Je me suis dit: «On verra». Si on arrive à battre Pittsburgh, je me suis dit: peut-être qu'on est voilà, peut-être qu'on n'est pas si mauvais que ça, peut-être qu'il y a moyen d'espérer quelque chose. Si on perd, voilà, ce sera c'est ça allait voilà, pour moi, ça allait pas être une catastrophe. Après, il y a le match face aux Bengals qui est très, très Chargers. Depuis des années, les Chargers, c'est comme ça, c'est des yo-yo, ils vont mener pendant, une grosse partie du match et s'écrouler à un moment donné. Donc, voilà, on va dire que c'était, les bons vieux Chargers, voilà,
peu importe le coach, ça finit toujours de la même manière. Bon, là, ça va, on a gagné. Et puis, à la rigueur, celui qui représente le mieux, on va dire, la saison, c'est le match de playoff face aux Texans. C'est une défense, notamment le backfield défensif, à la ramasse complet. Complètement inoffensif. Justin Herbert, on a vu que, à part Led McConkey, il n'y avait personne. Le reste des receveurs, ils sont absolument pas aidés du tout le développement du jeu. Donc, tous les défauts en fait que je voyais au début de la saison, on les a retrouvés. Ça a été vraiment mis en lumière, on va dire, sur ce match-là, où Justin Herbert, sur toute la saison, il fait que 3 interceptions. Sur ce match-là, il en fait 4. Parce que le mec, il a fait ce qu'il a pu avec les receveurs qu'il avait. Et voilà. Sur le match de saison qu'il faut retenir, ce serait juste les Bengals. Par contre, si on inclut les playoffs, je dirais le match de playoffs face aux Texans. Ouais, Herbert, quand il se craque dans les grandes largeurs, quoi. C'est ça qui est. C'est ça. C'est ça. On va dire que il est un peu. J'ai vu un peu de Philip Rivers sans lui sur ce match-là où voilà, il a forcé. Et déjà, c'est avec le jeu au sol, on pouvait rien faire parce que de toute façon, au bout d'un moment, quand tu es mené comme on était mené, courir, ça sert à rien. Faut gagner du terrain le plus vite possible. Et ça l'a pas fait. Très très compliqué en tout cas cette fin de saison assez brutale et qui du coup questionnait pas mal. Toi PA, est-ce que tu veux rebondir un peu notamment sur le match de play-off ou sur l'analyse d'Emilien? Ouais, moi j'en avais deux aussi. Le match de playoff, effectivement, parce que ça a été un crash un peu inattendu, dans le sens où ce qui a fait la force des Chargers pendant toute la saison a finalement été la grosse faiblesse dans ce match-là. Comme tu l'as dit, Justin Herbert avec ses 4 interceptions, les 2 tackles qui se sont fait complètement exploser par la D-line des Texans, et en même temps c'était Will Anderson et l'autre, là, l'ancien des Vikings, Daniel Hunter. Et le jeu au sol a été également inexistant. Alors ça par moment était le cas aussi en saison régulière, le jeu au sol avec encore une fois quelques blessures de T.K. Dobbins. Mais ouais, une explosion dans le plus grand style Chargers, malheureusement, parce qu'on l'avait aussi vécu contre les Jags, où ils menaient de plus de 20 points, et en deuxième mi-temps, ils se font aussi éclater. Donc, c'est dommage, et en même temps, comme l'a dit Emilien, en fait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Le corps de receveur avait quand même été largement décimé par l'arrivée du nouveau coaching staff, il faut le rappeler quand même. Donc, voilà, malgré tout, je pense que ça reste une bonne saison avec une fin un petit peu dommageable, mais en même temps, il ne faut pas oublier tout ce qui s'est bien passé. Et en saison régulière, moi, c'est le Chiefs-Chargers que je vais garder, le 19-17 pour les Chiefs, parce que là aussi, je dirais, c'est typiquement Chargers, c'est-à-dire qu'ils arrivent à reprendre la main grâce à un field goal à 4 minutes de la fin. Kick-off. Le kick-off, il est raté. Il n'est pas dans la fameuse landing spot du nouveau kick-off mis en place par la NFL, et les Chiefs repartent de leurs 40 yards. Donc tu sais que dans ces cas-là, de toute façon, les Chiefs, ils ont 30 yards à faire, même pas, pour taper le field goal, et c'est ce qu'ils font, ils remportent le match. Donc, il y a eu des matchs où voilà, ça s'est joué à peu, certaines défaites qui se sont jouées à peu. Il y a eu quand même des grosses stalls. On va pas se mentir non plus. Celui contre les Bucks, ça a été une énorme défaillance collective. Mais voilà, dans l'ensemble, Emilien le dit, le calendrier était favorable. Ils ont su en profiter. Je ne vais pas trop teaser 2025, mais le calendrier a l'air un petit peu moins favorable, à voir ce que ça va donner. Mais ils ont su en profiter, ils sont allés en playoff. C'est toujours bon pour l'XP, c'est toujours bon pour Justin Herbert, c'est bon pour le coaching staff. Donc tant mieux pour eux, sincèrement. En tout cas, on a parlé de quelques manques sur une O-line un peu dépassée sur les playoffs, le corps de receveur peut-être dépeuplé. Pour toi, Emilien, quels étaient les besoins en termes de joueurs, en termes de postes pour les Chargers avant le début de cette free agency? T'as 1 heure devant toi ou Énumère les non-besoins du coup, ça prendra moins de temps. non-besoin, quarterback, left tackle, right tackle, strong safety et bon courage. Et voilà. Il faut Et voilà. 49 autres. et puis le sort vous être favorable. Non, mais ouais, il y avait beaucoup de besoins, surtout que au final, il y a eu énormément de départs.
Il y a énormément de départs aussi. Donc, les principaux besoins, j'aurais eu envie de dire, c'était au poste de cornerback et de receveur. Donc, ça n'a pas été, ça a pas été du tout honoré, je trouve. C'est mon avis. Après, on pourra en reparler un peu plus tard au cas où, mais On va en parler. voilà, ouais, mes plus gros besoins, c'était sur ces postes-là. Tight end aussi, parce que bon, bah, Will Disley et puis Jalen Hurst. Non, pas Jalen Hurst, putain, Hayden Hurst. C'est pas folichon. Donc ouais, non, c'est des postes qu'on pas. Il n'y a pas eu de choses transcendantes de fait sur ces postes-là, quoi. On va dire que la off-season n'a pas été aussi studieuse que je l'aurais souhaité. Eh bien, nous allons justement en parler avant de commencer la free agency. À la date du 10 mars, vous aviez 90 millions de cap space de disponibles, alors avec des joueurs aussi à re-signer. On a, comme d'habitude, noté les 4 recrues les plus chères en salaire par an. On a eu la signature de Mekhi Becton au poste de guard, de Dante Jackson au poste de cornerback, de Najee Harris au poste de running back, et le gros retour de Mike Williams au poste de wide receiver. Emilien, dans cette liste ou dans une liste même plus élargie de toutes les arrivées, est-ce qu'il y a quand même un nom que tu es content de voir arriver? Si on s'en tient à la free agency, j'avoue que le retour de Mike Williams, je suis content en soi parce que bon, bah, il y a l'affect et puis je me dis ça fait une paire de mains qui est solide. Après À défaut bon, d'avoir des genoux. bah, c'est ça. Par contre, voilà, le problème c'est qu'il est souvent blessé, donc c'est pour ça, je me dis que c'est le poste de receveur n'a pas été, honoré parce que c'est pas avec le retour de Mike Williams qu'on se dit: «Putain, ça y est, le jeu aérien va pouvoir décoller». Je m'attendais à la rigueur à un autre retour, voilà, celui de Keenan Allen. Genre, à choisir, j'aurais préféré Keenan Allen que Ça peut Mike encore. Williams. Ça peut encore, j'y crois moyen maintenant, surtout après la draft, j'y crois moyen. Mais sinon, j'aime beaucoup l'arrivée de Mekhi Becton. C'est vrai que du coup, bah, ça suit la logique en fait de Jim Harbaugh et de Greg Roman, du coup de solidifier, de blinder la ligne offensive. Donc voilà, il sort d'une belle saison avec les Eagles au poste de guard. Donc là, il va être aligné à droite à côté de Joe Alt. Je pense que le côté droit va être assez solide. Le côté gauche, ok, il y a Rashawn Slater, mais à côté de lui, c'est pas foufou. Donc il manque un petit guard, un petit center quand même pour accompagner le côté gauche. Et puis ouais, après, bah, bon, Najee Harris, faut le noter quand même. Ça reste intéressant quand même comme arrivée dans le style Harbaugh et Greg Roman, ça colle. Mais Et là, après, il n'y a rien de fou. je t'ai vu hocher la tête au moment de l'évocation de Mekhi Becton. Est-ce que toi, c'était vraiment le joueur que tu voulais souligner ou tu as un autre nom aussi qui te plaît dans les arrivées de la free agency? Non, il faisait vraiment, ça faisait vraiment des joueurs cibles. Ça faisait vraiment partie. J'ai compris en fait la logique moi de Harbaugh de vraiment blinder la ligne offensive pour protéger d'abord le QB et ensuite développer à côté. Je pense que sans ligne offensive, tu as beau avoir les meilleurs receveurs, le meilleur quarterback, si tu pas ligne offensive pour le protéger, pour lui donner le temps de lancer, ça sert à rien. Donc pareil pour le jeu au sol, si tu pas ligne offensive, ton jeu au sol, Ouais. t'as beau avoir Derrick Henry, Saquon Barkley derrière, si t'as pas ligne offensive, bah ça sert à rien. Mm. Donc non, franchement, Mekhi Becton, c'était un des joueurs vraiment cibles que je voyais. Donc je suis très content de son arrivée, hein. PA, on va faire d'une pierre deux coups. Je veux pareil, le nom du joueur qui te plaît bien et à l'inverse, s'il y a une signature qui t'a un peu moins plu. Ouais, moi j'avais Micah Becton parce qu'il sortait d'une énorme saison avec les Eagles et en plus il prend un contrat plutôt friendly, je trouve. Pour un mec qui a vraiment explosé sur la dernière saison, je m'attendais qu'il y ait des équipes qui craquent un petit peu plus parce que on l'a pas mal évoqué sur les émissions précédentes, mais on va englober la totalité de la ligne offensive. Il n'y avait pas énormément de très bons joueurs de disponibles sur le marché. Tu l'as évoqué, ils avaient 90 millions de cap space. Mais en même temps, il n'y avait pas
de joueurs élites ou très très bons, de très très bons joueurs dispo non plus. Donc, tu vois, ils n'ont pas fait de folie non plus à cramer de l'argent pour juste pour dire bon bah c'est bon, vous avez vu, on a dépensé, on a amélioré l'équipe. Et ça, je trouve ça très bien, tu vois, intelligent. Et bah malheureusement, c'était une free agency un petit peu bizarre avec ces joueurs-là. Et bah t'attends 2025 pour voir si tu peux améliorer ton équipe avec finalement le cap que t'as pas dépensé. Après, en joueur que j'ai moins aimé, c'est plus en départ, c'est Poona Ford. Je trouve qu'il bah, c'est un excellent joueur. Je l'ai évoqué sur une émission précédente, mais c'est Jason Kelsey qui disait qu'il détestait jouer contre lui. Pour beaucoup de raisons, mais notamment sa taille et le positionnement de ses mains au moment où il attaque le centre. Je pense que c'est une énorme perte dans la D-line des Chargers, plus que l'outside linebacker / edge qui commence par un Joey qui finit par Bossa, par exemple. J'accorde plus d'importance au départ de Poona Ford que de Joey Bossa de mon côté. T'as l'air d'accord, Emilien, Je toi suis, aussi. je suis totalement d'accord. C'est vrai que Poona Ford, je le connaissais pas plus que ça avant qu'il arrive. Je l'ai vu, je fais waouh, putain, le mec, c'est un monstre. Et là, de voir qu'on le re-signe pas et qu'on récupère personne, quoi. On a juste re-signé Tahir Tart au poste. Derrière, j'attendais à la draft qu'on récupère un defensive tackle vraiment solide ou un nose tackle carrément. Et ça n'a pas été fait. Donc là, j'ai très peur pour le poste. Donc ouais, le départ de Poona Ford aux Rams, ouais, j'ai un peu en travers la gorge. Et oui, je suis plus attristé par le départ de Poona Ford que de Joey Bossa. Ouais. C'est votre côté inoffensif, ça. Il est resté à Los Ah non. Angeles, mais il est passé Ouais, c'est ça. il est passé du côté où ça claque un peu plus, quoi. Ouais, Heureusement que c'est pas la même conf, tu vois. Ouais. Ça, d'ailleurs, je comprends l'histoire de la NFL et tout, mais avoir deux équipes dans une même ville et ne pas les avoir dans la même conf ou la même div, ça me... Le fan originel de NBA que je suis a un petit bug mental là-dessus. Ouais. Vraiment, ça me déconcerte. Donc, ouais, Free Agency où les postes ciblés pouvaient répondre, hein, on l'a dit, au line, il y a Mekhi Becton, poste de cornerback, il y a Dante Jackson qui n'a pas été trop cité, Ouais. addition, on dirait un peu neutre, quoi. Il fait Ouais. plus long que du positif ou du très négatif. Non, mais après, ils ont été sur d'autres joueurs. De ce que j'avais vu, je crois que les Chargers s'étaient positionnés sur Drew Dalman, le centre des Falcons qui a signé au Bears, par exemple. Donc, tu vois, ils ont essayé de considérer. Ils avaient connaissance de leurs besoins, ils ont essayé de les considérer. Les joueurs ont choisi d'autres destinations ou alors des équipes ont mis un petit peu plus d'argent. Ça arrive et c'est pas grave. C'est aussi ça le jeu de la free agency. Mais bah, j'ai l'impression quand même qu'ils avaient conscience des défauts de l'équipe, qu'ils ont essayé de les considérer par la free agency. Mais comme j'ai dit, il n'y avait pas non plus panel de talent cette saison. On l'avait quand même pas mal évoqué. Et les gros joueurs sont partis à des tarifs quand même. Par exemple, un Milton Williams dans l'intérieur de la ligne des Chargers, ça n'aurait pas été mal. Il est parti sur 25 millions par an. Donc, bon, ouais, tu as toujours l'envie et la raison, et je pense que les Chargers ont plus écouté la raison de ne pas trop dépenser cette intersaison, de ne pas faire de folie en tout cas. Ouais. Ouais. Surtout que la saison prochaine, là, à l'instant T, je voyais que les Chargers auraient le plus gros cap space Okay. pour la prochaine. Il y aurait 113 millions, je crois, de dispo par rapport à toutes les fins de contrat et tout ça. Donc, ça pourrait être pas mal. Après, à voir, parce que je me dis peut-être que Harbaugh, Roman, Ortiz, tout ça, ils sont plus dans une logique de développement, de prendre des joueurs vraiment à la draft et de les développer ensuite en interne. Bah déjà pour dépenser moins aussi. Parce que c'est vrai que là, quand on voit certains salaires qui sont tombés là, pour des joueurs qui sont intéressants ou même moyens, quand je vois les salaires, je me dis, waouh, ça commence à monter un peu les prix, quoi. Ouais. La transition est parfaite, Emilien. Tu as parlé de développement, tu as parlé de draft. C'est notre prochaine section, puisque les Chargers ont sélectionné 9 joueurs, si je compte bien. Nous avons eu Omarion Hampton, le running back, en 1.22, Trey Harris, le receveur, en 2.55, Jamari Caldwell, defensive tackle, en 3.86, Kyle Kennard au poste de edge en 4.125,
André Lambert-Smith, nom très très stylé, au 5e Ouais. tour, pick 158. Oronde Gatsen II en Titan en 5 points 165. Branson Taylor en guard au 6e tour avec le pick 199. Toujours au 6e tour, mais avec le pick 214, R.J. Mickens au poste de safety. Et enfin, en toute fin de draft, 7e tour, pick 256, Trikweze Bridge au poste de cornerback. Avant de te rendre la parole, Emilien, PA et Alexandre, comme vous le savez, si vous nous suivez, ont fait toute une série d'épisodes d'intersaison où ils ont évalué les drafts par division. PA, vous leur avez mis un B, donc c'était le 3e rang sur 5. Il y avait rang S, rang A, rang B, rang C, rang D. Oui. Globalement, résume-nous un peu, PA, comment tu as ressenti cette draft des Chargers, et sans répéter tout ce que vous avez dit dans l'épisode, mais globalement, pourquoi vous les avez situés dans ce range-là? Pourquoi, au niveau de la sélection de certains joueurs, moi je suis plutôt haut sur Omarion Hampton, parce que c'était dans le jeu de Harbaugh, c'était un besoin, même s'il y a eu la signature de Najee Harris. Franchement, j'ai complètement compris ce pic-là. Très Harris, je suis un petit peu moins fan. Et c'est vrai que sur les 2 premiers tours, moi, si j'ai un joueur sur lequel je suis un peu moins hype, j'ai tendance à baisser un petit peu la note. Ça fait doublon un petit peu avec Mac Williams, qui a à peu près le même profil, quasiment 1m90, 95 kg. Mais ouais, c'est encore un joueur à développer. C'est pas mal, mais dans la temporalité des Chargers, est-ce que tu veux pas partir sur un profil un petit peu plus NFL ready, tu vois? Rodon Gansden, c'est un petit peu la même chose. Après, on entend des bons retours sur les camps d'entraînement pour ce tight end-là, donc pourquoi pas? Mais c'est pareil, Emilien l'a dit, c'était un besoin également. Est-ce que tu n'aurais pas voulu partir un petit peu plus tôt également sur le poste de tight end? Je reste persuadé qu'il voulait partir sur tight end au premier tour. Mais comme les deux meilleurs étaient partis avant, ils se sont rabattus sur le poste de running back. Après, les autres, Cal Kennard, j'aime bien au 4e tour. Je pense que c'est une belle plus-value. Le reste, pour moi, ça me semble un petit peu plus anecdotique. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à ressortir plus de 3-4 bons joueurs dans une draft où on a quasiment, une dizaine, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on les a mis dans le 3e tiers. Ok. Emilien, ton avis sur cette draft? Donne-moi, au-delà de ton avis, je veux bien que tu me donnes le pick que tu as préféré et celui où tu te dis, putain, qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Pour commencer, alors du coup, celui que j'ai préféré, pour sortir un petit peu du classique, pour moi, ça va être Gadsden, Oronde Gadsden. Il y a vraiment possibilité qu'il devienne une vraie cible pour Herbert à l'avenir. C'est un ancien receveur qui a été permuté en tight end. Bon, après, il est tight end, mais il sait pas bloquer. C'est pas un gros bloqueur, hein, donc. Il y a Mac Williams pour ça. Ouais. Ouais, s'il est pas blessé. Ouais. Mais non, mais après, voilà, c'est celui que j'ai le plus envie de voir vraiment jouer, se développer, parce que je pense vraiment qu'il peut apporter quelque chose dans cette attaque-là. Donc voilà. Sinon, bah ouais, Omarion Hampton, je te rejoins carrément là-dessus. Un PA, ça rentre dans la logique. C'est voilà un comité de running back, et puis on sait que ça va bombarder au sol. De toute façon, quand on voit les receveurs, bah on sait que ça va continuer à bombarder au sol. Et du coup, bah pour parler des receveurs, bah je suis pas fan du tout non plus de Trey Harris. Trey Harris, c'est un mix de Mike Williams et de Quentin Johnston. Il a pas des mains hyper fiables. Alors ça, c'est le côté Johnston. Il a eu des petits pépins physiques. Ça, c'est le côté Mike Williams. Et puis, à parcourir tout droit, j'ai pas l'impression qu'il sache faire beaucoup de tracés. Donc, je me dis que McConkey va encore manger, et puis voilà, il va faire des stats, mais est-ce qu'il va tenir toute la saison comme ça? Je suis pas sûr. Donc, en 2e tour, ça m'embête vraiment beaucoup d'avoir mis un 2e tour sur Trey Harris. J'aurais préféré qu'on prenne quelqu'un d'autre. Bah, tu vois, tight end, pourquoi pas? Alors, Titan, quand même, on a oublié de l'évoquer. Vous avez signé Tyler Conklin. Oui. Bah, j'ai envie de dire, c'est toujours mieux que ce qu'on avait.
c'est un bon compromis entre la réception et le bloc. Alors que Disley, bon, lui, c'était vraiment du bloc. Réception, il pouvait en faire quelques-unes de sympa, mais voilà, c'est pas sur lui que tu pars, quoi. C'est pas Antonio Gates, le mec, hein. Donc voilà, c'est toujours bien de l'avoir récupéré aussi en free agency. Mais ouais, non. Et puis bon, après, on a récupéré là le Lambert Smith, là, le receveur d'Auburn. Ouais, on a Darius Davis au cas où, quoi, à la place, qui est déjà là. Enfin, j'ai pas compris le choix des deux receveurs. J'aurais préféré qu'on attende plus bas et qu'on aille chercher au cas où un Kyle Williams ou un des deux receveurs d'Iowa Iowa State. Les deux, ils sont partis d'ailleurs chez les Texans. Ouais. Donc, j'aurais préféré un de ces trois-là, à la rigueur, plus bas, au 3e ou 4e tour, s'ils avaient encore été dispo. Je pense qu'ils auraient été vraiment plus utiles. Parce que là, je vois pas de receveur numéro 2 en fait à l'instant T. Donc on a Led McConkey, on a Mike Williams qui se détache un petit peu, et puis le reste, il n'y a pas de plus-value à apporter sur cette draft. Et après, c'est vraiment les deux choix le choix que j'aime pas, c'est vraiment Trey Harris. Après, la fin, c'est vraiment anecdotique, c'est avec du special teamer. Donc en soi, après, Jamari Caldwell, l'avantage qu'il a d'atterrir chez nous, c'est que, on disait, il n'y a plus Poona Ford. Donc j'ai envie de dire, le spot de starter, il est dispo, il est ouvert. Ouais. Donc il peut tirer son épingle du jeu, donc à voir. Ouais, j'ai l'impression au poste de receveur 2, là, il va vous falloir Mike Williams plus Trey Harris plus Quentin Johnston pour espérer que dans tout ça, il y ait quelque chose qui vive à côté de McConkey, quoi. Sinon, il va y avoir beaucoup de monde sur son dos, le pauvre Vlad. Ah oui. Et moi, ce qui m'a surpris dans cette draft, alors je suis bien moins expert que PA qui est là, mais l'investissement sur la O-line, sachant qu'il n'y avait pas eu de grosses dépenses en dehors de Mekhi Becton qui était très malin, mais je trouve ça très surprenant dans une escouade qui a énormément de talent mais qui manque de profondeur, du coup de ne pas être allé chercher des paris un peu plus loin dans la draft. Et vraiment, quand tu as cette identité assumée d'Arbo de vouloir courir, que tu vas chercher un running back, que tu donnes des cibles à ton quarterback, mais que tu as cette faiblesse qui t'a coûté qui t'a probablement coûté ce match en playoff, c'est dangereux. Surtout que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est encore dispo sur Twitch normalement au moment où vous écouterez cet épisode, mais j'ai fait un live où on parlait des renégociations salariales de Rashawn Slater. C'est pas en plus comme si sur cette O-line, tu étais persuadé d'avoir verrouillé tout le monde à très long terme, mais Slaughter a eu des blessures. Donc voilà, assez surpris de ne pas avoir vu d'investissement sur ce poste-là. Moi, mon choix numéro 1 sur la draft, s'il avait été encore dispo, c'était le guard qui est parti à Dallas. Oui, ouais. C'était mon choix numéro 1, c'était lui et Kenneth Grant, donc le nose tackle de Michigan. C'était mes 2 premiers choix. Mais c'est vrai que si le guard, j'ai un trou de mémoire sur son nom. S'il avait été encore été dispo, je serais parti sur lui pour justement continuer à blinder la ligne parce qu'il y a besoin. Il y a besoin, comme tu dis, Rashawn Slater, mine de rien, il y a des problèmes de blessures. Donc là, les négociations, elles sont pas forcément évidentes. Là, ça y est, il est revenu au camp d'entraînement, donc c'est qu'il y a une ouverture là-dessus. Mais c'est vrai que, comme tu dis, là, je regardais, mais il n'y a pas eu de lineman offensif de ciblé sur la draft. Donc au 6e tour, là, le mec de Pittsburgh le garde. Ah oui, mais c'est tout. C'est un projet, quoi. C'était Tyler Booker. Tyler Booker, ouais. C'est ça. Non, mais tu vois, tu parlais de Trey Harris. Il y avait encore Ted Ratledge qui était encore dispo à ce moment-là du pic. Et alors oui, ça a été un garde droit à Georgia. Je suis pas dans l'idée que les gardes ils soient pas interchangeables, donc tu essaies de le switcher à gauche. Après, c'est dangereux parce que Zion Johnson, c'est quand même un ancien premier tour. Alors oui, il performe pas, mais c'est compliqué. Mais bon, essaye avec Ted Ratledge, effectivement. Et c'est vraiment ce choix-là, nous, de Trey Harris, qui nous a vraiment fait baisser la note avec Alexandre. Ah ouais, carrément. De toute façon, il y avait les deux guards de Georgia qui étaient intéressants.
Rutledge, moi, ce qui m'a fait aimer un peu plus, c'est son mulet, Bah, bien sûr. son mulet digne de l'ex-URSS, truc. C'est le méchant dans James Bond. Ah non, mais c'est ça, ouais. Mais ouais, non, non, non. Et merde, putain, je sais plus ce que je voulais dire. Tu as dit un truc, je voulais rebondir dessus, j'ai Peut-être complètement. Rutledge, Guard, Zion Johnson. Ouais, Zion Johnson. Zion Johnson, d'ailleurs, est en train de faire une rotation avec Bradley Bozeman au poste de centre. Ok, Voilà, c'est interverti. Là où je sais qu'hier, ils ont mis Bozeman left guard et Zion Johnson centre. Donc, ouais, ça respire pas la sérénité. Hein. non, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas, ouais, je suis pas le plus serein là. Après, sur le poste de centre, vous avez signé André James de Vegas. De ce que j'ai en mémoire, il n'était pas si mauvais. C'est pas un joueur élite, mais ça tient plutôt la route. Oui, Donc, bon. ça peut le faire, ça peut passer. Des fois, on sait jamais, hein, dans le bon système, bien entouré, des fois, les mecs, ils peuvent se révéler et puis C'est ça. il peut exploser. Hein, donc, En tout cas, c'est assez marrant parce que bon, le poste de receveur est très, très particulier, mais globalement, les besoins, c'était sur la O-line. Il y a eu la signature de Becton, mais à la draft, c'est arrivé très tard et du Ouais. coup, ça fait pas le nombre. Sur le poste de cornerback, il y a eu la signature de Dante Jackson à la draft, c'est aussi arrivé très tard. Et sur le poste de receveur, donc une de tes 4 recrues les plus chères, c'est Mike Williams, chouchou du pays, mais qui a ses blessures. Et tu prends quasiment le même profil très haut à la draft, au profit d'un autre poste. Je vais te poser la question, mais du coup, tu as déjà répondu un peu avant. Cette intersaison, on voit qu'il y a un peu de nombre, mais est-ce qu'elle répond aux besoins des Chargers? Et surtout, est-ce que tu as l'impression de commencer la saison qui va arriver avec un meilleur roster que celui de la saison passée? ben, tu vois, ta question, elle est très bien parce que du coup, non, je trouve qu'au contraire, limite, l'effectif a régressé, je trouve, par rapport à l'année dernière. Parce que ben, en receveur, on n'apporte rien. Running back, bon, ok. Najee Harris, c'est peut-être un peu mieux coté que J.K. Dobbins et Gus Edwards. Mais bon, on prend un rookie à côté, donc à voir s'il arrive à se développer. Parce que bon, prendre un rookie qui est hyper prometteur, qui a fait une super carrière universitaire, c'est quelque chose, mais il faut transformer l'essai ensuite en NFL, donc c'est pas gagné. Donc c'est un risque aussi. Surtout que J.K. Dobbins a signé aux Broncos hier ou Mm. avant-hier. Voilà, c'est risqué et puis en défense, c'est là qu'on s'est encore plus, qu'on a encore plus régressé quoi, qu'on a vraiment, perdu. Alors après Joey Bosa, voilà, son départ, j'étais pour. Voilà. Merci pour Pour les travaux. Au revoir. Quoi. Non mais c'est ça, que ce soit pour lui ou pour nous, de toute façon, fallait arrêter tout ça parce que, il a pas fait beaucoup de saisons, entières, hein. Les saisons complètes ont été rares. Mentalement, le gars, s'il y avait un truc qui allait pas dans son sens, il pétait des plombs. Enfin, le mec, il sortait du match, il s'en prenait aux arbitres, mec, non. Donc, c'est très bien qu'il soit plus là. J'ai le plus grand respect pour lui. C'est un joueur que j'adore, mais voilà. Il fallait qu'il parte et c'est tant mieux pour tout le monde, je pense. Mais du coup, bon, on le remplace par Tuli Tupulotu. Mm. Il a fait une très belle saison Mm. rookie, une deuxième saison un peu plus discrète. Là, on prend Kyle Kennard, donc là, je suis très content. Un super pick au 4e tour. Je pense que c'était on pouvait pas espérer mieux à ce moment-là. S'il y a peut-être quelques edge encore qui étaient dispo assez sympa aussi à ce moment-là. Mais je suis très content du pick. Donc, à voir, à développer aussi. C'est pour ça qu'ils ont signé Khalil Mack aussi derrière, c'est pour accompagner les jeunes, pour les développer. Mais voilà, t'enlèves quand même une grosse expérience avec Joey Bosa. Et puis, cornerback, je pense que là, Arbo et le défensif coordinateur veulent laisser les clés à Cam Hart, qui a fait une belle saison rookie. Voilà. Je pense que s'il continue de se développer, il va vite être numéro 1 incontestable dans l'effectif. Et puis, tu as Steele aussi, qui a fait une très belle saison rookie. Mais voilà, lui, par contre, il faut le laisser vraiment dans le slot. C'est
Voilà, tu le mets en wide, il est un peu plus dans la difficulté, mais je pense que là, ils ont envie de leur laisser les clés en main. Donc, ouais, après, on prend de l'expérience avec Dante Jackson, Benjamin Saint-Just aussi qui arrive. Voilà, c'est pas avec ça que tu te dis, ouais, on va franchir un cap. Mais on sait jamais. Va Il y pas a, falloir qu'il y c'est, ait trop c'est de que bobos du, en défense, hein. ouais, c'est que du what if, quoi. Voilà, on verra. PA, tu avais déjà noté donc la draft avec Alexandre. Mm. Je vais te demander, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant une note magnifique, quelle note tu donnerais comme ça au doigt mouillé à l'intersaison globale des Chargers? Entre 6 et 7, 6,5. Non, mais 6,5 parce que comme je l'évoquais, ils n'ont pas cramé de l'argent juste pour attirer des joueurs qui vont rien faire. Et on avait quand même été assez critique avec l'intersaison de l'année dernière d'Arbo où il avait clairement sorti le Karcher pour envoyer balader tout le corps de receveurs, etc. Et il s'en est bien sorti. Donc en fait, j'essaye moi de mon côté aussi de faire confiance au front office, au coaching staff, parce qu'ils m'ont prouvé l'année dernière en tout cas, ils m'ont donné tort l'année dernière. Il y a des choses que je comprends pas. J'ai l'impression effectivement que la D-line c'est vraiment affaibli, ce qui était un point fort l'année dernière. Je trouve quand même que le corps de linebacker est plutôt bon, voire très bon. Et après, le backfield, de toute façon, tu peux mettre les meilleurs cornerbacks du monde. S'il n'y a pas de pression sur le QB adverse, le cornerback, il se fera cramer. Tu peux mettre Darrell Revis Prime, il se fera cramer si le quarterback adverse, il a 10 secondes pour lancer. C'est toujours la même chose. Donc, les deux vont devoir travailler ensemble. Je rejoins Emilien, Cam Hart et Tarek Steele, super saison l'année dernière et je suis persuadé qu'ils vont refaire encore une belle saison cette année. Pour moi, ça ne sera pas un feu de paille, donc tu vois que ça n'ait pas été considéré à la draft, ça ne me choque pas plus que ça. Ils ont pris un joueur d'expérience avec Dante Jackson qui avait fait une belle carrière chez les Panthers, si j'ai bonne mémoire. C'est vraiment la D-line, moi, qui m'embête. Après, sur la O-line, Micah Becton va faire énormément de bien. On a vu chez les Eagles, ce jeu de passe, jeu de course, il a vraiment été excellent. Donc, s'il garde son niveau, bah, c'est un step-up pour la O-line. Le corps de receveur, bon, bah, voilà, Emilien, je pense qu'il peut, il peut en parler encore mieux que moi, mais on était aussi très négatif sur le corps de receveur l'année dernière. Et au final, ça a quand même plus ou moins fonctionné. Alors, avec des hauts et des bas, il y a eu des moments où Justin Herbert lançait pour 80 yards. Là, on s'est dit, bah, c'est quand même con quand tu as un QB de ce niveau-là. Et puis d'autres moments où il a lancé plus de 300 yards. Mais il faut trouver, je pense, le bon niveau pour le coaching staff. C'est leur première saison aussi. Là, c'est un petit peu le temps. Je sais pas, un 6,5, parce que j'aurais voulu un nom un petit peu plus clinquant, ou en tout cas un talent un petit peu plus clinquant. Maintenant, j'essaye de faire confiance au coaching staff qui est en place. Bien, transition très smooth. 6,5, c'est le score que tu donnes à cette intersaison, mais combien de victoires allons-nous donner à cette équipe? Et pour pouvoir réfléchir à tout ça, tour de magie, le calendrier apparaît tranquillement à l'écran. Je te laisse compter, Emilien, le nombre de victoires que tu vois du côté de Los Angeles, de ton équipe. PA, je te laisse enchaîner. Après ce 6,5 en note, combien de victoires donnes-tu aux Chargers dans cet incroyable calendrier? Putain, il commence par 3 matchs de division. Bam, direct. C'est compliqué. On sait que les FC West, cette année, ils vont avoir un calendrier très relevé, les 4 équipes. Avant de te donner le bilan, pour moi, ils font les playoffs. Ça a été ma take déjà depuis quelques jours. Pour moi, les Broncos s'écroulent ou ne refont pas la même saison. Par contre, les Chargers, ils arrivent à stabiliser le truc, ils arrivent à refaire les playoffs cette année. Du coup, c'est-à-dire que le bilan sera relativement élevé normalement. Je suis à 11. Ok. Emilien, est-ce que tu signes pour 11 ou est-ce que, tu de ton côté? Je signe tous les jours pour 11. Je signe tous les jours pour un re-11. Mais si c'est que vu que l'équipe a encore beaucoup changé, c'est vrai qu'on va repartir sur une année où on va se poser 15 000 questions. Où, bah, comme l'année dernière, on peut très bien faire du 11 victoires, comme on peut en faire 6.
Là, c'est vrai que du coup, ouais, déjà, ouais, je vois Chiefs, Raiders. Il y a moyen de prendre au moins un match face aux Chiefs. Les Raiders, je pense que ça va être chiant à jouer les Raiders parce que là, ils vont être bien coachés, je pense, pour une fois. Ça va être un match très jeu au sol entre les deux. Ouais, et puis tu as deux coachs hyper expérimentés, Harbaugh Ouais. et Pete Carroll, c'est une division très expérimentée, hein, parce qu'en moyenne d'âge 80 ans. Quoi, oui, puis c'est ça. Ouais, c'est vrai que de l'autre côté, tu as Sean Payton aux Broncos et puis Andy Reid. Andy Reid aux Chiefs. Après, ouais. Moi, je verrais peut-être plus à l'équilibre. Pourquoi pas un 9-8, moi. Okay. Ouais, un 9-8. Là, ouais, la fin de calendrier, elle fait mal. La fin de calendrier, elle fait très, très mal. Par contre, bon, ça fait du bien. Là, le bail, il arrive assez tard pour une fois, parce que c'est vrai que les dernières années, c'était en général au bout de week 4 ou 5. Là, c'est bien, il arrive tard, mais par contre, ouais, derrière, on enchaîne Raiders, Eagles, Chiefs, Cowboys, Texans, Broncos. J'aime pas trop la fin, quoi. Ouais, bah, dans les estimations, avant de rentrer dans le détail du calendrier, ouais, moi je suis à 8 pour les Chargers. Je suis Ouais, près ouais. de ce que donne Emilien, mais on en a déjà parlé plusieurs fois avec PA, que ce soit sur le Discord ou même en différé dans les différents épisodes. Toi, tu vois les Chargers haut, moi je suis haut sur les Broncos et je suis plus bas que d'habitude sur les Chiefs, mais les Chiefs vont jamais s'écrouler totalement. Mais fatalement, si je suis haut sur les Broncos et que les Chiefs font 2, bah, les Chargers, ça leur laisse peu de place. En plus, je suis d'accord avec Emilien, je pense que les Riders vont être relous à jouer. Je pense qu'ils vont faire dernier de div, mais qui seront pas ridicules. Et ouais, entrons dans le détail, tu l'as dit PA, début de calendrier, 3 matchs de division, ça reçoit Kansas City en ouverture, ça va à Las Vegas, ça reçoit les Broncos. Après 3 matchs, potentiellement, tu es déjà sur un premier tournant. Si tu arrives en 1-2, tu te compliques déjà la vie. Ouais. Tu vois, j'inclus les Giants, il faut être en 3-1. Dans l'idéal, il faut être en 3-1. Tu dis c'est un match à domicile contre les Chiefs, c'est le match au Brésil. Je sais plus si c'est dans la même ville, mais on a vu la tranche du terrain de l'année dernière. Eagles Packers qui s'est joué sur une patinoire. Ouais, c'était horrible à voir. Donc il me semble que c'est plus la même ville, mais bon, je sais pas quel sera l'état du terrain. C'est toujours compliqué. Première semaine dans un pays étranger en plus. Bref, c'est complètement stupide de la parler à la NFL, mais bon, ça voilà. Aparté mis à part. Je sais pas, les Raiders encore en rodage. Les Broncos, je te dis, je les vois moins haut. Les Giants, tu peux être en 3-1 et dans le meilleur du meilleur des mondes, tu as tapé les Chiefs, c'était en 4-0. Je pense que si tu tapes les Chiefs, t'en perds un sur les 3 suivants, en fait, parce que c'est Chargers. Donc pour moi, t'es en 3. Qui est dans la même div que New Bah... York, avant d'avoir 2 semaines de repos en semaine 6 et 7. Mais globalement, moi, je les vois arriver week 5, potentiellement en 1-4, quoi. Ouais, tu vois, Washington, c'est un peu la même chose. On en a parlé lors de l'épisode précédent avec Victor, quand on a parlé des Eagles. C'est pareil, l'équipe Cendrillon un petit peu, je les vois aussi un tout petit peu moins hautes. En fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le calendrier qui est difficile pour les Chargers va être le même calendrier difficile pour le reste de la division. De la même manière, de mémoire, la NFC Est, elle est quand même assez relevée. Le calendrier est quand même assez relevé. Donc c'est pareil, les Commanders, les quelques matchs qu'ils ont pu taper l'année dernière parce qu'ils étaient supérieurs, cette année, le calendrier va être un petit peu plus compliqué également. Donc, tu vois, je les vois un petit peu moins haut, un petit peu moins performants. Donc, je sais pas, peut-être que je vois les Chargers trop haut par rapport à la réalité, parce qu'ils m'ont fait mentir aussi l'année dernière. Et je sais pas, mais début de calendrier compliqué, mais en même temps, s'ils sont bien rodés, et j'estime que le jeu au sol est plus simple à mettre en place que le jeu à la passe. Donc, si tu arrives à être performant sur le jeu au sol, bah, tu peux sortir vainqueur de nombreux matchs jusqu'à la semaine 7, voire même la semaine 9, jusqu'aux Titans. Où est-ce qu'on en sera au bout de 5 matchs? Bilan des Chargers, on est comment? J'hésite entre 3-2 et 2-3. Ceux qui m'embêtent le plus, c'est les Commanders. Ouais, Les Commanders, en fait, ok, ils ont fait une énorme saison l'année dernière, mais
est-ce que c'était leur réelle place? Enfin, moi j'espère, franchement, c'est une équipe que j'ai toujours appréciée. Enfin voilà, c'était un peu comme les Chargers, tu vois? C'est l'équipe sympa qui embête personne, tu vois? Mais ouais, je sais pas. En fait, est-ce que ils vont confirmer et rouler sur énormément d'équipes l'année prochaine ou est-ce que, bah, c'était pas, une année, voilà, un peu exceptionnelle et ça va se retasser un petit peu pour eux et qu'on les tapera? C'est pour ça, je sais pas. Là, honnêtement, je me dis: «Les Chiefs, il y a vraiment moyen». Parce que s'ils sont comme l'année dernière, honnêtement, l'année dernière, bon, je suis désolé, hein, je vais pas me faire des copains au niveau de la fanbase des Chiefs, mais en toute objectivité, ils ont pas fait une saison de dingue. Dire les mecs, ils ont toujours joué au poil de sur un poil de fesses. Ils sont allés qu'au Super Bowl, un peu décevant quand même. Non, mais beh, c'est ça, en fait, tu te demandes comment ils vont au Super Bowl. Après, oui, ils ont la machine, ils mettent la C'est machine en route c'est le tranquillement. c'est le 12e homme, mais pas dans les tribunes. Non, mais c'est ah oui, bon là, hein, voilà. Eh, ça n'engage que toi. Ouais, je porte les couleurs des Chiefs. Ah ouais, exactement. Non, mais voilà, on va pas rentrer sur ce sujet-là un peu trop, touchy, mais ils ont pas été exceptionnels. Franchement, si la saison prochaine, ils font pareil, il y a vraiment moyen de les taper au moins une fois. Donc je me dis: «Ouais, week 1, il y a moyen de les battre». Raiders, allez, c'est bon, j'ai envie de les battre, ouais, ça reste les Raiders, c'est la rivalité, on veut pas perdre, même si c'est chez eux. Les Broncos à domicile, donc bon, heu, tu vois, je pense défaite. Je pense première défaite, donc là, on sera en 2-1. Giants et on va les quand même, hein, voilà, il y a encore du boulot chez eux, donc bon, j'aimerais bien qu'on les batte quand même et puis les Commanders, ouais, c'est là que je sais pas. Là, les Commanders, je sais pas du tout. Ok, on continue le calendrier. Après, week 6 et 7, je suis pas ouvert au débat, c'est 2 victoires. Dolphins et Colts contre 2 équipes. Franchement, si vous perdez contre les Dolphins, arrêtez la saison là. Genre, mettez tout le monde dans le formol et revenez en 2026. Hein, parce que voilà. Les Colts à la maison, pareil. Enfin, 2 QB, voilà. Je pense que Najee Harris lance mieux la balle que leurs 2 QB. Et derrière, peut-être. S'il te plaît, fais les bilans d'intersaison des Dolphins et des Colts. S'il te plaît. Et après, Vikings, qui peut être un match pivot, puisque Ouais. JJ McCarthy, qui sera donc normalement, si tout se passe bien pour lui, à son 8e match de la saison, QB tout neuf. On rappelle, il n'a pas joué sa saison rookie. Potentiellement, les Vikings, en plus, on sait, équipe qui, comme les Chargers, brille en saison régulière et se chie dessus une fois arrivé en playoff. Donc, match qui peut compter aussi. Pareil, Vikings qui sortent d'une saison avec un calendrier plus simple qui se durcit cette année. Et là, je suis curieux, comment tu situes, Emilien, tes Chargers par rapport à cette équipe des Vikings? Et c'est vrai que alors, t'as pas tort quand tu fais le parallèle entre, Chargers et Vikings qu'en saison régulière, c'est pas mal et ça se pète complètement à la fin. J'ai envie de dire que, ils se complètent. Offensivement, j'ai envie de dire les 2 se complètent. Nous, on a un quat alors après on connaît pas le niveau de McCarthy, en NFL. Mmh. J'ai envie de dire, nous, on a le quarterback, eux, ils ont les receveurs, enfin, ils ont le receveur. Donc ouais, face aux Vikings, c'est un Thursday night en plus, c'est chez nous. Enfin, c'est chez nous, c'est un bien grand mot. Heu, ouais, je pense quand même victoire et là, en faisant le petit bilan, je pense que là, tu vois, 6-7-8-9. Désolé, hein, GG, mais voilà, je ne vois pas perdre contre les Titans. Heu Et pourtant. et ouais et pourtant, non, mais ouais, je vois 4 victoires. Là, tu vois, je vois 4 victoires et en donnant, victoire des Commanders en week 5, je dirais, bilan de 6-3, 6-3, en week 9.
En fait, toi, c'est vraiment après la bye où visiblement, tu t'es un peu, parti Oui. avec un bilan de 9-8, là, tu es un petit peu en mode on rentre dans le rang, quoi. Ah oui, oui, après là, quand je vois après la bye, limite, je vois qu'une seule victoire, hein. Ouais, tu bats les Riders et puis derrière, tu pars en vacances, quoi. Ouais. Après, Cowboys, non, les Cowboys, non. Ah, PA, toi, tu quelle équipe déjà? Patriots. Ah donc c'est bon et vous êtes pas là, donc non, les Cowboys, non, c'est bon, les Cowboys, j'ai pas envie de perdre contre eux, quoi. Tu pas envie et pourtant. Oh, arrête! Ah, moi, je pense que les Cowboys, ils Mais de toute ont façon, du coup, Dak Prescott, il va encore se blesser et voilà, ils vont faire jouer, ah bah non, Trey Lance, putain, il est chez nous. J'allais Ouais. dire: «Ils vont faire jouer Trey Lance», mais non, il est arrivé chez nous. non, ils ont pris, Joe Milton en doublure. Ouais. PA pourra te dire du bien de Joe Milton. Ouais, bah, il nous a fait voler le premier tour de cette draft-là. Donc, Ouais, c'est dommage. c'est dommage. Ouais. Ah, c'est intéressant, ce qu'on peut voir globalement, c'est que ces Chargers, ils font partie, je trouve, des équipes très dures à évaluer pour la saison à venir, comme c'était le cas déjà la saison passée. PA, tu l'as bien dit, hein. Mm. Mais on sait qu'il y a un niveau de talent dans cette équipe et j'ai l'impression que le plafond des Chargers est en fait le plafond de où est capable de t'emmener Justin Herbert et cette attaque. Parce que la défense, il y a des bons joueurs, mais on sent globalement que le niveau de talent reste quand même limité. Il y a beaucoup de jeunes, il n'y a pas toujours de profondeur, mais tu as un jeu au sol qui est solide. Tu as moyen de garder ton attaque sur le terrain. Tu l'as dit, Emilien, Justin Herbert, avant les playoffs l'année dernière, il fait très peu d'interceptions. Donc en plus, tu perds pas le ballon. Tu as vraiment moyen d'avancer, de marquer des points, de fatiguer l'adversaire et d'avoir une défense qui, même si elle manque de talent, bien coachée, elle limite la casse. Mm. Mais du coup, Ouais. c'est à quel point, dans les moments difficiles, cette attaque elle continue de se déployer. Là, ouais. Ouais, le scénario, en fait, il va de mes 8 victoires. Du coup, tu probablement pas en playoff en AFC à 8 victoires, hein. On n'est pas en Ligue 2, on n'est pas en NFC quand même. Ouais. Soyons sérieux. En plus, la Non, deuxième. et puis même la division, tu la prends pas à 8, quoi. Et ouais, tu la Non, prends pas à non, 8 non. et du coup, t'as pas un des spots Mm. 5, 6, 7. Parce que là, quand même, dans cet épisode, on a 3 personnes qui sont cotées AFC. On peut le dire entre Oui. nous. L'AFC, c'est la Ligue des Champions. La NFC, on est en Ligue 2. Ouais, c'est plus complexe. Voilà, la div Bucks, Falcons, Saints, Panthers. Euh, elle va monter. T'écouteras l'épisode des Falcons, je pense qu'elle peut monter. Ah mais je dis ça, étant fan des Titans, on a une div. Bah oui. On l'appelait la division saucisse avec Alexandre, je te rappelle. Donc, Ah la div, elles sont waouh! Elles sont le vieux grenier, hein, clairement. En tout cas, ces Chargers, on voit que le range de possibilités est très large. Ouais. Donc, on a dit 11 victoires chez PA, Ouais. 9 chez Emilien, Mm. 8 chez moi. Playoff, pas playoff. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, du coup, ils font playoff et ils passent en tour. Oh là là, la take. Oh là là. Attention, il y a un clip à faire. Ça doit faire de très nombreuses années qu'ils n'ont pas passé un tour de playoff parce que Oui. avant celui des Jacks, c'était contre les Pats où ils perdent au premier tour de mémoire en 2019, les playoffs de 2019. Donc, ouais, ça doit faire un petit moment maintenant. Oui, ça fait très longtemps. Ouais, Ça fait c'est- très longtemps. Ouais, je cherche de mémoire. De mémoire, ouais, j'arrive pas à retrouver de... C'est jamais le bon signe. Non, Ça, ouais, c'est terrible. c'est un peu flippant dans ces cas-là. Ouais. Ah, c'est terrible. Non, mais bon, voilà. C'est Ah, pour ça de qu'on nous aime mémoire. bien, quoi. Ouais. Et puis vous mettez des palmiers sur votre calendrier aussi. Enfin, c'est voilà. Bah, c'est ça. Après, Faut là où pas on être pris au gagne, sérieux. c'est sur les réseaux sociaux. On a une équipe média qui casse Internet tous les ans. Enfin, voilà, avec la release du calendrier, à chaque fois, c'est un événement. Donc, Ouais. voilà, on peut pas être bon partout.
Non, mais les palmiers, c'est annonciateur de vacances qui Ouais, arriveront bien assez tôt pour les Chargers. il y a des chances. Mais après, voilà, on sait jamais, ça peut refaire. De toute façon, c'est simple, tu fais un copier-coller de ce que je disais l'année dernière sur l'année prochaine, enfin sur l'année qui arrive là, je te dirais exactement la même chose. Mm. On est au même point, donc après, oui, la défense, bah ouais, ça a été la surprise parce qu'au final, on a été l'équipe qui a encaissé le moins de points sur la saison. Et puis on a été là, je sais plus c'est à quel match, bah, je crois que c'est le match des Bengals. C'est le premier match sur lequel on encaisse plus de 20 points et on était la seule équipe à pas avoir encaissé à pas avoir encaissé plus de 20 points sur un match. Ouais, c'est ça. Donc il y avait de l'espoir. J'ose espérer qu'on continue sur cette dynamique-là avec Cam Hart et Tarib Steele en defensive back et puis Dante Jackson de l'autre côté. Mais voilà, je vais rester très mesuré comme d'habitude. Je vais pas m'enflammer et on verra bien. Alors, on s'enflammera s'il y a playoff au bout. Ah, ouais. Je vois que tu as du mal à y croire quand même. C'est un peu Ah tu peux non, dire je s'il y a me dis playoff, c'est. s'il y a playoff et si on passe un tour, mais ouais, je suis désolé pour l'expression, mais je fais un zizicopter là. C'est Là, Oui, pour moi, c'est un Super Bowl. C'est comme si on gagnait le Super Bowl là, si on passe un tour en playoff. et ça pourra enfin justifier le fait que tout le monde, moi compris, a Justin Herbert très haut dans son classement de QB. J'ai l'impression que c'est assez unanime. Moi, il y a toujours quelques rebelles, quelques hipsters qui veulent se démarquer de la meute, mais j'ai l'impression que tout le monde s'accorde à dire que Justin Herbert, c'est un top QB. Et pourtant, il y a pas mal de joueurs à qui on n'aurait pas pardonné les 2 bunchias qu'il a fait en playoff. J'ai l'impression qu'Herbert, il a ce crazy-là. Je suis curieux de voir est-ce qu'il va enfin réussir à se faire mal au moment où ça compte vraiment et ouais, arrêter de nous faire ces trucs d'équipe gentille comme les Vikings ou les Chargers, de faire 11-12 victoires et de pas passer un tour en playoff, quoi. C'est la grande interrogation. Emilien, merci beaucoup. On arrive au bout de cet épisode. Toujours un plaisir de te recevoir dans le podcast. Bah, merci à vous. Bah, plaisir partagé, hein. De toute façon, voilà, on en parlait tout à l'heure en off. Moi, ça fait plusieurs fois que je viens et c'est toujours un plaisir. Donc, moi, il y a besoin, vous m'appelez, enfin, vous m'envoyez un message et je réplique avec grand plaisir. Moi, nous ici, on révèle les offs. Ceci est un appel pour Alex. Emilien veut refaire une game zone. Oui, oui, je vais me ridiculiser encore une fois. Nous, on les passe devant tout le monde, nous les appelle. Après, voilà, ça se bat. Les places pour les game zones sont chères. Va falloir les mériter. Tout le monde veut participer à ces soirées magnifiques. Non, mais même ceux Moi, qui n'ont maintenant que jamais j'en ai participé, allez-y, quoi, foncez. Alors que moi, c'est C'est- tout l'inverse. Maintenant que j'en ai gagné une, je ne peux plus venir. J'en ai enfin gagné Ah, une, je veux mais que les tu gens restes sur restent une là-dessus. victoire, c'est très bien. Exactement. En plus, j'ai tabassé mes camarades du front office. Autant me dire que le niveau de fierté, il est là-haut. Ah, tu m'étonnes. Moi, maintenant, voilà. À chaque fois qu'il y en a un qui se rebelle, je peux lui dire redescends, rappelle-toi qui a gagné la Game Zone. Et on remet tout le monde à sa place. Ah, le mec, insupportable. Exactement. Ouais, putain. Et pourtant, dans l'équipe, on en a des insupportables. Je ne citerai pas de nom. Mais ils se reconnaîtront. Théa, merci beaucoup. Je vais parler pour toi. Ah, merci à vous deux, c'était cool. C'est une équipe que j'apprécie en plus, les Chargers, donc très, très agréable d'en parler avec vous. C'était chouette. Ouais, non, mais je ne me positionne que sur des équipes que j'aime bien. C'est pour ça que je ne serai pas sur les bilans d'école, c'est des Dolphins. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le prochain bilan concernera vos jumeaux, les Vikings, les Chargers de la NFC, les Chargers de Ligue 2. Magnifique. En attendant, si vous n'avez pas écouté tous les bilans qui sont déjà sortis, puisque la série avance, tout est disponible sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube pour ne rater aucune sortie. Hâte le front office sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous partout, activez les cloches et surtout rejoignez le Discord qui est actif à peu près 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous aurez toujours un malade de football pour parler avec vous si vous avez envie de le faire. Donc voilà, rejoignez-nous. En attendant, on vous souhaite
une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous écouterez cet épisode. Et vive